sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui, je reçois le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, M. Éric Kerr. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Merci. Oui, merci d'être à notre micro ce matin. Monsieur Kerr, moi, je sais qu'on a quelque chose en commun. Ah oui? On est tous deux, puis corrigez-moi si je me trompe, on est tous deux anciens programmeurs analystes de formation professionnelle. Tout à fait. Excellent. Puis on va explorer ensemble la bifurcation, comment on devient député de la pelleterie et un jour délégué à la transformation numérique. Avant ça, j'aimerais ça connaître, je vous connais publiquement, je suis très content de vous rencontrer, mais c'est qui ça, Éric Kerr? Puis surtout, c'était qui Éric Kerr avant la vie politique? Eh mon Dieu! Eh bien, écoutez, moi, je suis le fils d'un fonctionnaire, okay. famille assez traditionnelle, mère au foyer qui s'occupait de ses 5 enfants, 2 militants très engagés politiquement. Donc, je dirais que mon intérêt pour la politique vient du fait que mes parents étaient des gens très impliqués en politique. Une histoire, somme toute, assez banale, assez classique, qui m'a amené tranquillement, pas vite, par différents chemins, quelquefois un peu assez indirects, en fait, je dirais, vers l'engagement politique, mais rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qui vous amène d'abord vers l'informatique? On est en quelle année en ce temps-là? On est au milieu des années 90. Donc, pour moi, ça a été une vocation tardive. Comme je vous dis, j'ai fait 56 métiers. OK. Et donc, 56 misères. Mais à un moment donné, il y a un intérêt qui se développe pour l'informatique. Il y a aussi, évidemment, un courant assez fort au niveau des possibilités de carrière. Donc, je décide d'aller faire ma formation comme programmeur analyste et de travailler dans ce domaine-là. Là. Puis j'ai fait une carrière d'au-dessus d'une décennie comme consultant. Comme consultant, c'était justement ma première question. Oui. Pas de gouvernement ou dans des boîtes à l'interne. J'ai fait beaucoup de mes mandats au gouvernement du Québec. Ouais. Et c'est drôle parce que je dis que la vie m'a préparé à remplir le mandat que je remplis présentement parce qu'effectivement, j'ai travaillé un peu au niveau du privé, mais comme j'étais consultant pour l'essentiel de ma carrière à Québec, je vous dirais que les gros mandats, les mandats les plus importants étaient des mandats essentiellement publics. Okay. Donc, même si je travaillais au privé comme consultant, je dirais que la plupart des mandats que j'ai réalisés étaient pour le compte du gouvernement du Québec. Sans trop rentrer dans les détails peut-être du mandat, ça va m'intéresser plus tard, mais est-ce que vous pensez que ça vous... je ne veux pas dire que vous êtes un meilleur ministre à cause de ça, mais tu sais que des fois on aime que, par exemple, le ministre de la Santé, c'est un ancien docteur. Est-ce que ça vous prépare mieux à votre rôle? Ben, c'est clair que oui, parce que je dirais pas que c'est essentiel au fait d'être ministre, mais c'est sûr que ça aide, ça permet, je pense, d'avoir une meilleure compréhension des enjeux, ça permet d'avoir une meilleure idée des choses qui sont à faire. Vous parlez le même langage que les gens qui vous entourent, donc il n'y a pas cette courbe d'apprentissage-là à ajouter. Puis je vous dirais que même au moment où j'étais dans l'opposition, de tout temps, mes chefs m'ont confié le mandat de me préoccuper principalement des dossiers informatiques pour le gouvernement du Québec. Okay. Donc, encore là, je continuais à baigner là-dedans, ce qui fait que quand on arrive en mandat comme ministre, on a une bonne connaissance technique, on a une bonne connaissance de l'état des lieux, de l'administration publique. Donc, je dirais que je vous parlais tout à l'heure de la courbe d'apprentissage. Bien, c'est sûr que cet aspect-là du travail de ministre, il est grandement accéléré et on peut rapidement entrer en mode solution, en mode réforme et on comprend plus facilement aussi les difficultés que ça amène. Donc, je pense que ça facilite le travail, ça c'est clair.
Excellent. Donc, si Éric jadis fait son choix sur l'informatique, devient consultant, pouvez-vous me raconter, dans le fond, l'histoire de votre passage vers la politique, de peut-être un début d'implication avant d'être candidat? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, comme je vous disais, moi, de tout temps, j'ai baigné dans la politique. Mes parents étaient des militants très, très actifs. Donc, chez nous, c'était un lieu de rassemblement, c'était un lieu de discussion, c'était un lieu d'intérêt pour la politique. Donc, c'était pas une option pour moi de ne pas m'intéresser à ça à la base, je vous dirais. Non, ben, effectivement, quand tu baignes dans un milieu où il y a un intérêt particulier. Là, ici, c'est la politique, ça aurait pu être autre chose, mais je pense que ça nous conditionne un peu. Ça décuple notre intérêt pour le sujet en question. Dans mon cas, moi, c'était la politique. Puis comment ça se décrivait, ça, cette intégration? On en parlait à la table au souper? Ou... Ben, on en parle à la table au souper. Il y a des assemblées de cuisine qui se tiennent à la maison. Donc, on rencontre à ce moment-là des acteurs politiques de premier plan. Écoutez, moi, je vous dirais que à l'époque du référendum, mes parents étaient des militants péquistes, donc vous comprendrez qu'ils militaient en faveur du référendum, mais on habitait à Laurier-Station, donc on était dans le comté de Lotbinière. Le député de Lotbinière à ce moment-là était Rodrigue Biron, qui était le chef de l'Union nationale. Puis je vous dirais qu'il y a une partie des tractations entre le PQ et M. Biron pour amener M. Biron dans le camp du oui qui sont passés à la maison. Donc moi, j'ai vécu ces événements-là, ces épisodes-là. Alors c'est marquant, ça, dans une vie. Bon, aujourd'hui, probablement plusieurs de vos auditeurs se souviennent plus de qui est Rodrigue Biron, mais... Moi, je vous avoue que moi, je cherchais, là, j'étais sur le bord de googler, là. Non, mais c'est correct, et vous allez trouver effectivement quelque chose, mais c'est pour dire que... Et à ce moment-là, c'était un événement qui était extrêmement important, qui était majeur, notamment pour le camp du oui. Donc, moi, c'est ce genre de situation-là, d'événement-là, dans lequel j'ai baigné assez tôt, assez jeune, parce que vous comprendrez qu'au référendum de 80, je n'avais pas le droit de vote encore. Alors, et donc, dans mon parcours, ça a toujours été présent. Et on dit qui se ressemble se rassemble. Donc, les gens qui étaient mes proches, mes amis, baignaient dans le même milieu. Donc, on avait tous cet intérêt-là en commun, et ça ne s'est jamais démenti, même plus tard dans mon parcours de jeune homme, c'était vrai aussi. Et éventuellement, vous savez, au départ, l'opinion de vos parents conditionne un peu votre propre opinion, puis à un moment donné, on s'émancipe de plusieurs façons de nos parents. Et, je vois. Je comprends entre les lignes. Et voilà. Et éventuellement, on se forge sa vie, on se forge son caractère et on se forge ses propres opinions. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, moi, je me suis retourné vers un autre courant politique qui était beaucoup plus proche de ce qu'était l'ADQ à sa genèse. Et donc, éventuellement... je me suis rapproché de cette formation politique-là pour en devenir un militant. Et dans ce sens-là, je marchais dans les traces de mes parents. C'était pas la même formation politique, mais c'était le même niveau d'engagement. Et donc, en devenant militant, une chose en amène une autre. On se fait proposer d'être candidat, puis vous comprendrez que là, je vous parle au tournant des années 2000. ça se bousculait pas aux portes pour être candidat de l'ADQ, là. Non. Alors, et donc, c'est comme ça que je suis devenu candidat en 2003. Malheureusement, j'ai pas gagné à ce moment-là, mais j'ai poursuivi mon engagement aux côtés de M. Dumont. Et j'ai récidivé en 2007. Cette fois-là, ça avait été la bonne. Et là, je pense que vous connaissez la suite des choses. Absolument. Et c'est quoi vos motivations pour commencer, avant qu'on passe plutôt à la suite de cette histoire-là? C'était quoi vos motivations à juste militer et peut-être devenir candidat? Parce qu'on va se le dire franchement, être ministre, ça peut être intéressant. Dans le gouvernement, c'est fantastique. Mais c'est une poignée d'élus, justement, qui sont choisis par la population. Vous pourriez être chez vous assis
écoutez, je sais pas quelle série, à être plus avec votre famille. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce sacrifice-là, puis à aller mettre des heures dans les partis politiques? C'est drôle que vous me posiez cette question-là, parce que quand j'ai annoncé officiellement que je joignais la DQ, que je devenais militant, j'ai annoncé ça à ma famille. Mon frère m'a posé cette question-là. Tu veux me dire ce que tu vas aller faire là? Il l'a posé avec moins de beaux mots que vous. C'était plus direct. Mais essentiellement, je pense qu'on est tous animés par le même désir, quelle que soit notre formation politique. C'est de ne pas être des spectateurs. On veut s'impliquer parce qu'on veut être au cœur des événements, on veut être au cœur des décisions qui se prennent. On veut jouer un rôle actif dans la transformation et l'amélioration de notre société. Chacun le fait à sa façon. Il y en a pour qui le militantisme est un niveau totalement satisfaisant, puis c'est correct. Là. Ça prend de tout pour faire une formation politique, puis un écosystème politique, je dirais. Il y en a d'autres qui veulent avoir un engagement encore plus intense, mais qui ne veulent pas être sur les feux de la rampe. Il y en a qui ont ce désir-là d'être dans le haut de la barricade, donc qui vont devenir candidats. Mais je pense que essentiellement, on est tous mus par la même motivation de croire en une certaine philosophie, d'avoir une certaine vision de la société, puis de vouloir en faire la promotion auprès de nos concitoyens, dans l'objectif avoué un jour de former un gouvernement qui, lui, va avoir les leviers pour mettre en place toutes les politiques qu'on a proposées. Alors, mon implication à moi n'était pas différente de celle d'un autre. Et mes motivations étaient les mêmes. Et je vous dirais, fondamentalement, il faut avoir cette vision-là et cet intérêt-là parce que, comme vous le dites, ça implique un certain nombre de sacrifices. Donc, il faut trouver des satisfactions, des contentements dans l'action politique qui compensent pour les sacrifices que ça représente. Puis c'est le cas. Dans mon cas, moi, je peux vous dire que la vous politique... êtes heureux. Oui. Écoutez, la politique, j'ai donné à la politique, mais la politique m'a donné de retour aussi. Puis essentiellement, je pense qu'on est personne, on est masochiste. Donc, s'il n'y avait pas ce contentement-là, ben on irait faire d'autres choses. Là. Il n'y a personne qui est obligé d'être en politique. Donc... et d'ailleurs, c'est le cas. Le jour où on a l'impression qu'on donne plus qu'on reçoit, ben, généralement, on quitte puis on va faire autre chose. Tout à fait. Vous avez parlé d'une vision à appliquer. Une vision se lance pour défendre, pour faire la promotion d'une certaine vision. Est-ce que vous aviez en tête... bon, vous avez dit que vous vous êtes rapproché de l'ADQ, puis il n'y a pas de problème, je vous lance la question. On comprend que la CAQ a évolué dans le temps. Mais à cette époque, en tout cas, c'était quoi votre vision que vous alliez défendre? Est-ce que vous avez des valeurs, des enjeux précis? Ben oui, il y en avait plusieurs. Écoutez, du côté fiscal, moi, j'étais quelqu'un qui pensait que l'État intervenait trop dans trop de secteurs de nos vies. Je pensais qu'on pouvait, au niveau de l'administration publique, avoir une gestion qui était plus efficace, plus orientée vers les résultats, moins sur les moyens. Je croyais... à ce moment-là, et j'y crois encore aujourd'hui, qu'on devait réformer, nos institutions démocratiques pour être plus représentatifs, plus englobants au niveau de l'action citoyenne. Il y a un certain nombre de sujets pour lesquels je me passionnais et qui me passionnent encore d'ailleurs, notamment sur toute la question de l'efficacité de l'État. Quand je vous disais que des fois, la vie nous prépare à certaines missions. Là, je veux pas rentrer dans le domaine mystique. Là, je suis pas très à cette sauce-là. Mais en même temps, ça fait longtemps, moi, que je m'intéresse à ces sujets-là et qui sont même une des raisons de mon implication à l'ADQ. Donc, aujourd'hui, de me retrouver au Conseil du Trésor, je vous dirais que c'est comme une espèce de finalité à tout ce que j'ai fait dans mon implication politique. Est-ce que vous y croyez pas des fois les matins? Est-ce que comment vous le percevez? Ça fait quoi d'être là? C'est rare, les gens qui passent de militant jusqu'au Conseil du Trésor à devenir délégué sur un poste. Ouais. C'est quand même impressionnant. Je vous dirais qu'il faut toujours y croire un peu.
En fait, il y a des matins où dans l'opposition, là, je commençais à me dire que peut-être que ça arriverait jamais. Ouais. Mais il faut toujours y croire un peu parce que c'est essentiellement, puis je le dis en tout respect pour la fonction, mais il n'y a personne qui se présente en politique pour être à l'opposition. On est en politique parce qu'on veut changer des choses et la façon d'y arriver, c'est d'être au gouvernement. L'opposition est un mandat qui nous est confié suite à une élection, puis qui a un rôle fondamental dans notre démocratie. C'est extrêmement important, je pense, d'avoir une opposition qui est structurée et qui est capable de réaliser son mandat, mais ça reste que on ne vient pas en politique pour critiquer le gouvernement, on vient en politique pour être le gouvernement. Et donc, il faut toujours y croire un peu, mais il fut un temps où ça m'apparaissait plus loin, un peu plus chaque matin. Puis aujourd'hui, ben oui, vous avez raison, il m'arrive de me dire, mon Dieu, là, c'est vrai. Puis ben, je vous dirais qu'un an après, tu sais, on s'habitue? Ben non. Mais on le réalise, par contre. Puis c'est très différent. Je ne sais pas si on s'y habitue. J'espère que non, parce qu'il faut toujours être conscient du privilège que c'est. Non seulement d'être un élu en partant, ça c'est un privilège. Tu sais, moi je dis toujours, il y a 125 personnes au Québec qui ont le droit de rentrer au Salon Bleu et de jouir de tous les privilèges que c'est d'être un élu, puis de faire le travail auquel consiste le fait d'être un élu. Mais c'est encore un autre privilège, je dirais pas un plus grand privilège, mais c'est un autre privilège de faire partie aujourd'hui des 26 personnes qui ont le mandat de diriger le Québec. C'est un immense privilège, c'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité. Donc, dire qu'on s'habitue à ça, je sais pas. Je peux vous dire qu'après un an, je ne m'y habitue pas, mais le réaliser, oui, ça, on le réalise, là, tu sais, maintenant, quand on m'appelle Monsieur le ministre, je sursaute plus, là, tu sais, c'est pas comme, hein, quoi? Vous demandez, voyons, de qui il parle. À qui il parle, non, c'est ça, tu sais, tu regardes en arrière de toi pour savoir à qui il parle, là. Ça arrive moins, mettons, là, mais s'habituer, non. Et honnêtement, j'espère que je ne m'y habituerai jamais. Parce que j'ai l'impression que s'y habituer, c'est comme si c'était normal, c'est comme si ça allait de soi. Puis je pense pas que ce soit le cas. Ça va pas de soi d'occuper ce poste-là. C'est un très grand privilège qui nous est fait. Puis je pense qu'il faut l'apprécier et il faut surtout comprendre la grande responsabilité que ça implique. Puis il faut être prêt à l'assumer à tous les jours. Vous parlez de privilèges. Pourquoi, selon vous, les Québécois vous ont donné à la CAQ le privilège de faire le gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière élection? C'est un ensemble de facteurs. Moi, je dis toujours, quand un parti politique forme le gouvernement, c'est un ensemble de facteurs qui amènent cette situation-là. Dans le cas de l'élection du 1er octobre 2018, je pense qu'il y avait un essoufflement du Parti libéral au pouvoir, donc une formation politique qui gouvernait depuis longtemps. Et puis je ne veux pas me transformer en donneur de leçons, mais je pense que pour les libéraux, être au pouvoir, ça allait de soi. C'était pas un privilège, c'était comme un dû. Et ça teinte un comportement. Ça amène les gens qui exercent le pouvoir à le faire d'une façon qui n'est peut-être pas adéquate par rapport à la relation qu'ils ont avec l'ensemble de la société civile. Et quand je vous disais, j'espère que ce sera pour moi, ce sera jamais quelque chose qui va être normal, que ce sera toujours un privilège. Ben, le jour où ça cesse d'être un privilège, je pense qu'on a un exemple de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est un élément. On a une formation, une grande formation politique, le Parti québécois, qui connaît les difficultés qu'on constate. Donc, il y a là aussi une espèce d'essoufflement du vote. Donc, il y a une masse d'électeurs qui devient disponible pour un autre message, qui a un appétit pour un autre. Ça. Qui sont à l'écoute, qui sont
Parce que vous savez, moi, comme je vous le dis, là, je m'intéresse à la politique depuis très longtemps. Ouais. Et il y a été un temps, en campagne électorale, à peu près 80% de l'électorat avait déjà fait son choix avant même qu'on déclenche une élection. Là. On se battait pendant 33 jours pour même pas 20% de l'électorat, parce que sur ces 20%-là, il y en avait un pourcentage assez fort qui n'allait pas voter de toute façon. Donc, un électorat volatile? Un électorat, en fait, je dirais moins volatile, donc plus ancré dans ses opinions, dans ses habitudes électorales. Mais aujourd'hui, il est plus volatile. Aujourd'hui, il est beaucoup plus volatile, tout à fait. Oui, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Un électorat qui est plus à l'écoute, qui est moins dans l'habitude électorale, mais plus dans le choix électoral. Et on le regarde dans la division du vote. En fait, le fait que l'ADQ ait été un parti qui a quand même, sans faire élire énormément de monde à sa genèse, c'est quand même un parti qui allait chercher bon an mal an entre 10 et 15% du vote, ce qui est quand même significatif. Donc l'ADQ qui est resté, qui s'est transformé avec M. Legault qui a fondé la CAQ, l'ADQ qui s'est joint à la CAQ pour garder une troisième voie, une quatrième voie qui est arrivée avec Québec solidaire, qui a fait un score électoral plus que respectable à la dernière élection. Donc aujourd'hui, on a, je pense, des gens qui sont plus dans la recherche d'un véhicule politique qui va représenter leur courant social d'une façon plus adéquate. Et ça, je pense que le grand changement de paradigme est sur la question nationale. Cette question-là étant moins à l'ordre du jour, donc avant ça, c'était pas compliqué. Vous étiez souverainiste, vous aviez un choix, vous étiez fédéraliste, vous en aviez un aussi. Chacun avait son champion, puis on se campait là-dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de questions qu'on se pose. Alors, je vous parlais tout à l'heure au niveau fiscal, au niveau de l'intervention de l'État, au niveau de l'environnement, qui est un sujet qui a pris beaucoup d'importance, au niveau de la gestion des affaires de l'État, la dette. Moi, je me souviens, à la genèse de l'ADQ, on parlait des problématiques liées à la dette, puis ça préoccupait à peu près personne. On était des extraterrestres. Aujourd'hui, ça préoccupe tout le monde. Donc, il y a un changement dans la vision sociale qui commande, je vous dirais, cette espèce d'appétit que les électeurs ont pour des véhicules politiques qui vont être plus ancrés dans leur vision de la société. Mais le point de départ, c'est le fait, à mon humble avis, puis je prétends pas être politologue ou sociologue, mais le point de départ, c'est le fait que toute la question nationale, sans dire qu'elle devient secondaire, mais occupe définitivement beaucoup moins d'espace et n'est plus ce qui va teinter le choix, ou en tout cas n'est plus uniquement ce qui va teinter le choix des électeurs. Donc ça aussi, ça contribue à ouvrir des espaces pour des formations comme la Coalition Avenir Québec et à séduire l'électorat par des propositions sur la gouvernance, des propositions sur une vision à long terme du Québec, de l'État, avec, oui, une position nationaliste, mais qui n'est pas le cœur essentiellement de la proposition politique de la CAQ. Ouais. Et je me permets quand même, parce qu'on comprend, puis on pourra, avant de passer à tout, au défi numérique, puis je veux que ce soit quand même le reste de l'entrevue ensemble. Puis je veux pas jouer le jeu, je veux pas qu'on passe, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est parmi tant d'autres maintenant, mais pourriez-vous plus me préciser c'est quoi la vision de la CAQ de souveraineté, fédéralisme? Donc on parle souvent d'autonomisme, ou on est dans le nationalisme cette semaine. On en est où? Écoutez, je pense que c'est assez simple, puis essentiellement, à mon humble avis, ça reprend ce que les Québécois sont depuis très longtemps. C'est-à-dire que il y a une volonté pour la nation québécoise, d'abord d'être considérée comme telle, comme une nation à part entière avec sa langue, sa culture, ses traditions, son territoire, ce qui est la définition même d'une nation. Mais le fait d'appartenir à un ensemble plus grand est pour nous un avantage. Donc, là, je vous parle de la Fédération canadienne. Donc, ce qu'on souhaite, au fond, c'est de concilier les deux. C'est de le meilleur des deux mondes. C'est de garder les deux, et c'est possible de le faire. Je veux dire, on ne serait pas la seule nation au monde à faire partie d'une fédération et à souhaiter
garder l'intégrité de ce qui nous définit comme nation. Donc, c'est le sempiternel combat pour la langue française, pour la culture qui s'y rattache, pour la pérennité de notre territoire. Donc, le nationalisme de la CAQ, c'est ça, c'est ce combat-là sempiternel de la nation québécoise, mais en gardant nos liens d'attachement avec la Fédération canadienne, parce que ça demeure aussi que d'appartenir à un ensemble plus grand, bien, ça procure son lot d'avantages, puis on est capable, je pense, de concilier les deux. C'est pour ça qu'on va vous dire, nous sommes Québécois d'abord, mais dans la Fédération canadienne. Et tant qu'on est dans le Canada, ben on a des dossiers à gérer en tant que province. Et un de ces dossiers-là, ben c'est apparemment on parle de transformation numérique gouvernementale. C'est quoi ça en bon québécois, un mandat pour transformer le numérique au gouvernement? Est-ce que c'est juste au gouvernement? Ben, c'est-à-dire que c'est mon mandat à moi, il touche le gouvernement du Québec, mais la transformation numérique, de facto, c'est une transformation sociétale. C'est la société qui se transforme, qui s'en va de plus en plus à l'ère numérique. Intéressant. Et je vous dirais que ça amène même un gap générationnel, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, et c'est extrêmement comique, les gens ne le voient pas, mais je suis entouré de gens qui sont présentement en train de travailler sur leur téléphone. Écoutez, il fut un temps, quand moi j'étais jeune, un téléphone, là, ça servait à répondre à quelqu'un qui essayait de nous appeler. Et je vous dis, moi j'appartiens à une génération où, chez moi, on était 2 sur la ligne. Donc, quand ça sonnait 3 coups, c'était chez nous. Puis quand ça sonnait 2 longs coups, c'était le voisin. Ah non. Alors, et là, on comprend qu'aujourd'hui, un téléphone intelligent, on n'est pas là du tout. Écoutez, se parler, c'est une de ses nombreuses fonctions. Mais mon téléphone, c'est mon portefeuille. Mon téléphone, c'est mon accès, c'est mon centre de recherche. Tantôt, vous parliez quand je parlais de M. Biron, vous parliez de faire une recherche Google, mais je peux faire ça sur mon téléphone. Mon téléphone, c'est effectivement ma capacité à communiquer, que ce soit par courriel, par texto ou vocalement. Il y a même des applications qui vont me permettre de me diriger dans la circulation. Donc, mon téléphone, c'est ce chauffeur d'à côté qui nous dit par où on doit passer puis qui nous signale qu'on est perdu. Éventuellement, ils vont peut-être inventer une application qui va même rire de nous là, quand on se perd dans la ville. Mais bref, c'est maintenant, ce sont des aides de vie qui nous offrent une quantité phénoménale de services, et nos plus jeunes sont dans cet univers-là. Nos plus jeunes sont des citoyens numériques, et cette transformation-là, elle se fait sous nos yeux à une vitesse qui, quelquefois, peut nous donner le vertige. Oui. Donc, la transformation numérique du gouvernement, c'est simplement de dire que le gouvernement du Québec, c'est pas une option, doit s'intégrer dans cet écosystème numérique-là et doit être capable d'interagir avec ses citoyens de façon numérique. Parce que c'est l'univers dans lequel évolue maintenant toute une génération, parce que ça nous amène effectivement beaucoup d'avantages, de facilité, de commodité, de possibilités. Écoutez, je pense que c'est pas un choix de le faire. Ce qu'on choisit, c'est comment on va le faire et jusqu'où on est prêt à aller. Mais de se transformer numériquement, c'est pas une question qu'on se pose, est-ce qu'on le fait ou non. On doit le faire, et ça, c'est incontournable. Et donc, pour ça, vous avez dévoilé plutôt récemment un plan de transformation. Pouvez-vous nous partager les grandes lignes? Ben, écoutez, la stratégie, en fait, quand on est arrivé, il y avait une stratégie qui avait été élaborée par le précédent gouvernement. Puis il y a des bonnes choses là-dedans. Là. L'idée n'est pas de faire du pouce politique sur les divergences d'opinion, mais à mon avis, il y avait 2 très grandes faiblesses. La première, c'est que cette stratégie-là, gouvernementale, elle
était très ciblé sur des sujets particuliers. Donc, il y avait une stratégie en culture, il y avait une stratégie en développement économique, il y avait une stratégie... Alors, pour moi, c'est pas l'objectif d'une stratégie gouvernementale. Son objectif, ça doit être de donner des lignes directrices, des cibles qui se mesurent, des cibles à atteindre, mais qui vont être une espèce de ciment entre les ministères et organismes pour que tout le monde se transforme, mais en ayant des cibles communes. Donc, on ne peut pas s'adresser dans une stratégie spécifiquement à un ministère ou à un organisme. On travaille en silo un peu, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est que ça amène effectivement, puis vous le dites tellement bien, c'est qu'effectivement, ça amène une culture du travail en silo, ce qui est aux antipodes de ce que le numérique nous amène. Parce que le numérique, les bases du numérique, c'est la co-création, c'est le partage, c'est l'échange, c'est des espaces communs. Donc, c'est le contraire du silo. Alors, donc, on a revu cette stratégie-là où on s'est donné des grandes ambitions sur deux axes, l'axe citoyen, mais l'axe de l'administration publique aussi, parce que on ne peut pas transformer le gouvernement du Québec si on ne s'adresse pas à l'administration publique, à nos réseaux. Il faut que notre monde à l'interne embarque dans cette mentalité-là de numérique, de service numérique, de travail dans l'univers numérique. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit, OK, on va regarder le volet citoyen parce qu'on le fait fondamentalement pour augmenter notre capacité à donner des services aux citoyens. Mais on va regarder le volet administration publique ou employés de l'État, je devrais dire, parce que plus largement, on englobe aussi le réseau de la santé et de l'éducation, pour s'assurer que, nos milieux de travail se transforment pour favoriser cette adhésion-là au numérique et que nos employés vont baigner dans cette philosophie-là de service numérique et donc changer nos façons de faire. Je prends toujours cet exemple un peu cocasse de la fille d'une collaboratrice qui était à mon cabinet, qui l'a appelée en disant « Maman, on me demande au ministère de l'Éducation des documents, puis on me demande de les faxer. Maman, c'est quoi un fax? » Alors, et c'est là où on se dit, bon, ben voilà. Peut-être un petit clash générationnel ici. Ben, un clash générationnel, oui et non, mais je vous dirais une administration publique qui a besoin, bien sûr, de s'intégrer à l'écosystème numérique et de comprendre que la place d'un fax, c'est dans un musée. Oh! Et c'est peut-être que pour certains, ça va être choquant ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Et donc, quand on aborde le service public avec une vision numérique, ben, ce genre de moyens-là ne peut plus être d'actualité. Et là, certains vont me dire, ouais, mais c'est incontournable, on n'a pas le choix. Puis je l'ai entendu, là. OK. On n'a pas le choix. Il y a de la réticence au changement? Oui, bien sûr qu'il y a de la réticence au changement, mais ça, c'est l'histoire de l'humanité est une histoire de résistance au changement. Et les sociétés qui ont régressé sont les sociétés qui ont écouté ceux qui résistaient au changement. Et les sociétés qui ont évolué ou qui sont restées pérennes sont des sociétés qui ont accepté le changement, qui l'ont géré de façon adéquate, parce que changer pour changer, il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude. C'est vrai. Mais non, on doit toujours s'adapter. La société doit être en constante évolution. Puis la technologie nous force à aller dans cette direction-là. Et là, si je comprends bien, donc, votre mandat touche la transformation des services de l'État aux citoyens et comment l'État se gère à l'interne. On ne touchera pas à la vie personnelle des gens. Comment les autres utilisent les technologies ou les entreprises. Ou, c'est-à-dire que non, on n'est pas dans la vie privée. Mais écoutez, en même temps, je vous dirais que c'est une interaction. C'est sûr que si on met des services numériques en place, ben c'est parce que les citoyens sont rendus à l'étape de consommer des services numériques. Écoutez, si je parle juste de téléphone intelligent, 73% de nos concitoyens possèdent un téléphone intelligent. Donc, un service numérique a le potentiel de rejoindre les 3/4 de nos concitoyens. Et ça, c'est en constante augmentation. Et si j'ajoute à ça
les tablettes, par exemple, le pourcentage est encore plus élevé. Ouais. Donc, je vous dirais que ça va pas, non, on va pas jouer dans la vie privée de nos concitoyens, mais ça va changer fondamentalement la façon d'interagir, la façon de livrer les services, la façon de les consommer aussi, effectivement, bien que ce soit fondamental pour nous que les services numériques soient créés en fonction des besoins et des habitudes de nos concitoyens. Donc, il faut répondre à leurs besoins et non pas en inventer des nouveaux. Mais ça reste que cette interaction-là, elle va se modifier par la transformation numérique. Ça, c'est inévitable. Sur un autre sujet, est-ce que c'est une perception, une réalité? Je sais que l'ADQ, à l'époque, parlait beaucoup du bordel informatique. Pourquoi nos projets informatiques au gouvernement ont toujours l'air pharaonesques ou hors de contrôle? Écoutez, d'abord parce que on parle essentiellement de ceux qui n'ont pas fonctionné. On n'a pas cette culture-là. Donc, on a des bons programmes dont on parle pas. Oui, il y a des bons projets, mais je vous dirais qu'une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé au gouvernement, c'est on n'a pas cette culture-là de communiquer nos bons coups, parce qu'il y en a des bons coups qui se font. Intéressant. Et je vous dirais que, puis je trouve votre question fascinante, parce qu'effectivement, on a vécu une situation comme celle-là récemment avec la mise à jour du système de paye. Donc, on est passé à la version 12 de Sagir pour la paye. Et au départ, on nous disait « Ouais, mais là, vous avez eu tel problème. Il y a tant de fonctionnaires qui n'ont pas reçu toutes les sommes. Puis quand on faisait l'analyse de l'ensemble du projet, on se disait « Écoutez, ce projet-là, là, c'est un énorme succès. Voici une application par lesquelles on va effectuer pour 91 milliards de paiements. On va traiter 1,5 million de factures avec des fournisseurs de services du gouvernement qui gèrent la paye de 70 000 employés, 68 900 employés, pour lesquels il y a 70 000 règles d'affaires, 26 000 paramètres différents. Donc, on réalise que c'est gigantesque comme projet. Et essentiellement, tout ça a bien fonctionné, tout ça a été livré à temps. Donc, le délai du 29 juin a été respecté. Okay. Un projet qui était budgété à 47 millions, qui en a coûté 45. Donc, on est habitué au dépassement de coûts. Mais dans ce cas-là, non seulement il n'y a pas eu de dépassement d'échéancier, mais on était en deçà de ce qui a été budgété. Et oui, effectivement, il y a toujours des petits problèmes dans un déploiement normal. Donc, imaginez quand c'est un déploiement de cette ampleur-là. Effectivement, les problèmes n'ont pas été proportionnels. Au contraire, je vous dirais qu'on a vraiment minimisé l'impact. Donc, tout ça, je pense qu'il faut le dire. Nos gens ont travaillé fort, ont travaillé de très longues heures, on fait les choses dans le bon ordre et c'est un succès. Mais on ne le communique pas. Et quand on communique, malheureusement, c'est pour mettre la loupe sur ce qui a peut-être moins fonctionné. Mais sans mettre l'ensemble du projet sur la sellette, parce que si on fait ça, là, on se rend compte qu'on a été bon. On a vraiment été bon. Et pour l'essentiel, on a vraiment réussi à livrer ce qu'on devait livrer dans les délais où on devait le livrer et en deçà des coûts qui avaient été prévus. Donc ça, il faut le faire plus, il faut le faire mieux. Il faut apprendre aussi à dire à notre monde, écoutez, vous avez été bon dans ces dossiers-là, pas seulement taper sur les doigts quand ils ont été peut-être moins performants. Mais c'est une culture à changer, puis ça fait partie du mandat de changer cette culture-là. Puis comment on la change, cette culture-là? On le fait tout simplement. On va sur la place publique, puis on n'a pas peur de dire, et puis écoutez, quand on s'appelle Éric Kerr, qu'on a été extrêmement critique sur les dossiers informatiques. Ben oui, c'est ça. Ça a été mon pain et mon beurre dans bien des situations. Ça détonne et il faut pas hésiter à le faire. Okay. Mais écoutez, il faut pas le faire de façon angélique, là. Je suis pas en train de vous dire que tous les projets, on va vanter tout le monde. Si ça marche pas, ça marche pas. Puis je pense qu'il y a ça aussi. Il faut juste avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, peut-être que quand ça va pas bien, il faut juste expliquer qu'est-ce qui a pas bien été. Puis quand ça va bien, il ne faut pas avoir peur de dire « Hey, ça a bien été, on a fait une bonne job. »
Puis ne mettez pas l'emphase sur les 2 ou 3 petites choses qui n'ont pas bien marché. Parlez de l'ensemble du projet, parler de tout ce qui a été bien fait aussi. Donc, c'est de le faire, c'est de se livrer à cet exercice-là, c'est d'être transparent avec nos concitoyens, de ne pas attendre que ça sorte dans les médias avant de faire un état de situation à nos concitoyens. Puis, c'est d'apprendre à communiquer, et à bien communiquer, à donner une information qui est transparente. Puis, je pense qu'on va la changer, cette culture-là. Puis on vous le souhaite. Votre succès, c'est notre succès au Québec. Pour terminer, comme je vous ai dit, je connais un peu le sujet. Je suis toujours curieux de comprendre puis de savoir c'est quoi la place, dans le fond, des grandes multinationales privées dans l'équation, surtout du gouvernement. On peut avoir une certaine expertise au Québec, on a des fleurons. C'est quoi la position du gouvernement pour privatiser, par exemple, un exemple concret, ces données publiques stockées dans des compagnies étrangères? Ouais, ben là-dessus, je vais mettre un bémol, puis votre question, pas de problème. Votre question m'amène à peut-être compléter la réponse que j'avais commencé à vous donner sur la transformation numérique. Je vous disais que ça prenait une stratégie englobante. Ça va prendre des plans des différents ministères et organismes pour ce qui est de leur mission propre, mais ça va prendre un vaisseau amiral aussi. Et ça, c'est une autre chose qui manquait, puis qui explique peut-être certains insuccès. Et ce vaisseau amiral-là, c'est des organisations d'experts à l'interne que nous, on a mis en place, par exemple, le Centre québécois d'excellence numérique, où on a réuni dans cette organisation-là qui, voyez-la un peu comme une boîte de consultants, mais dédiée aux besoins du gouvernement et pour lesquels on a réussi vraiment à réunir une pluralité d'expertise et un très haut niveau d'expertise. Donc, ce vaisseau amiral-là a un plan, a un mandat, a les budgets et a maintenant l'expertise pour s'assurer de faire la transformation numérique du gouvernement. Un peu l'inverse qui s'était passé au transport, qu'on n'avait plus d'experts, puis l'expertise était rendue à l'externe. Là, on veut garder l'expertise. Non seulement, on va garder l'expertise, puis il faut aussi toujours être à l'affût des profils de compétences. Ça, c'est peut-être une autre lacune, quelquefois, au niveau du gouvernement du Québec. On engage des gens, on les fait travailler sur des systèmes. Et moi, je dis un peu à la blague, mais pas tant que ça. Si on veut devenir un expert, on étudie et on travaille en histoire. Mais si on veut être un éternel étudiant, on travaille en technologie de l'information. Et ça, il faut toujours garder ça à l'esprit parce que le jour où vous devenez expert dans une matière en technologie de l'information, il est temps de retourner à l'école parce que ça veut dire que vous êtes rendu à la prochaine génération de technologies disponibles et vous devez perpétuellement vous mettre à jour. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, je pense, au gouvernement du Québec. On a travaillé sur des systèmes qui sont maintenant des systèmes désuets pour lesquels on a une très grande expertise. C'est juste que par rapport à la transformation numérique, on n'est plus là du tout. Je vous parlais du fax. Je vous parlais du fax tantôt. On peut bien avoir des experts en fax, c'est juste qu'on n'est plus là. Et donc, ça nous émancipe de cette nécessité d'avoir des consultants de façon aussi importante parce que, comme j'ai dit, on ne s'émancipera jamais totalement de la consultation parce que toutes les expertises... Mais il y a une place pour ça, c'est sûr. Oui, il y aura toujours une place pour ça parce qu'il y aura des besoins qui seront extrêmement pointus et ou extrêmement ponctuels pour lesquels ça ne vaudra pas la peine de maintenir des ressources parce que sinon, ça va être un peu comme le réparateur métag. Là, il va travailler 6 mois par année puis le reste du temps, il va chercher de l'ouvrage. Ça, on ne veut pas ça. Tant qu'à ça, on va engager un consultant. On va optimiser cette ressource-là, puis quand on n'en aura plus besoin, elle ira relever de nouveaux défis. Là, mais ce qu'on veut garder à l'interne, c'est l'expertise qui est nécessaire au quotidien, dont on aura besoin dans différents projets. Et l'idée de regrouper ces expertises-là, c'est d'avoir accès à l'ensemble des projets de l'ensemble des ministères et organismes. Donc, on garde cette dextérité-là parce qu'on a du volume. On n'est pas exclusivement dans un seul ministère. Pour lequel l'expertise va être, oui, nécessaire, mais pour un temps limité. Donc, en se promenant comme ça, on sait qu'on est capable de garder nos experts sur le qui-vive. Et pour ce qui est des données, moi, je vais être très clair. Ce que nous avons annoncé par le passage à l'info nuagique, c'est d'abord un exercice de catégorisation de nos données.
Il faut catégoriser nos données. C'est pas vrai que toutes les données du gouvernement sont des données sensibles, sont des données critiques. À preuve, nous avons un site au gouvernement du Québec pour lequel, d'ailleurs, on a gagné un prix pan-canadien qui est donnéquebec.ca, qui est de la donnée ouverte. Bien sûr. Donc, on peut la télécharger. On peut la télécharger, on peut développer des applications à partir de cette donnée-là. On peut faire. Alors, vous comprendrez que. Ça, on le donne aux Russes, là. Ils peuvent le prendre. Là. Ah, s'ils veulent. Il y a aucun. On le donne à quiconque a un lien Internet peut avoir accès à ça, s'en servir, faire ce qu'il veut avec. C'est entièrement public. Donc, vous comprendrez que ce serait un peu particulier de les conserver dans un coffre-fort hyper sécurisé pour ensuite les rendre totalement publics et accessibles à tous. Donc, ça, c'est la première chose que nous allons faire, qui n'a jamais été fait, c'est de catégoriser les données. Il faut ensuite s'assurer que, dépendamment du niveau de sensibilité de la donnée, il y a un plan de protection qui vient avec. Et donc, la donnée extrêmement sensible sera conservée dans l'info nuagique gouvernementale. Mais pour le reste, c'est pas la donnée, on va pas donner nos informations à qui que ce soit, là. On va louer des espaces de stockage. Et c'est très, très, très différent parce que on demeure le propriétaire de la donnée, le gouvernement du Québec, on demeure le gestionnaire de la donnée. Alors, c'est vraiment de l'espace de stockage et des services d'info nuagique qu'on va louer, qu'on va consommer, mais le gouvernement du Québec demeurera toujours le propriétaire et le gestionnaire de toute donnée qui appartient au gouvernement du Québec, qu'elle soit critique ou publique. Ça n'a pas d'importance. On ne les donne à personne. Et ça, c'est vraiment important de le préciser parce que dans l'espace public, on a l'impression qu'on prend nos données, on les vend à Amazon ou à je ne sais pas quel fournisseur d'infos nuagiques qui ensuite va s'en servir pour faire toutes sortes de choses pour lesquelles ces données-là n'ont pas été confiées au gouvernement. Donc, c'est pas ça du tout. C'est pas l'objectif ici. Pas du tout. Ben, c'est pas l'objectif, c'est pas ça. Quand on fait affaire avec des entreprises qui se spécialisent en info nuagique, d'abord, elles ont des obligations. C'est un peu comme, je sais pas, vous louez un appartement, ben écoutez, là, vous donnez pas vos meubles au propriétaire, puis il rentre pas chez vous comme il veut, quand il veut, s'il veut. Là, vous avez le droit, vous, de sécuriser cet espace-là qui vous appartient dans les faits. Et lui a des obligations par rapport à l'ensemble de l'immeuble. Il y a des obligations. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal. Donc, on peut voir un peu le parallèle. Quand on va louer, quand on va signer des ententes avec des fournisseurs de services, soit dit en passant, il y en a, oui, qui sont américains, mais il y en a qui sont canadiens, il y en a qui sont québécois. Ben, il va y avoir des ententes avec ces entreprises-là. Ils vont devoir répondre à des critères très précis, des critères de sécurité, j'en ai parlé un peu plus, des critères de performance, et ils ont des obligations contractuelles, ces entreprises-là. Là, ils feront pas... mais essentiellement, ce que nous allons faire, c'est louer des espaces de stockage. Et après ça, on va continuer, nous, à gérer ces informations-là que les Québécois nous ont confiées. Monsieur Kerr, si y a des auditeurs qui ont été, j'allais dire charmés, mais je vais le dire, charmés par votre vision, votre parcours, ou du moins qui sont motivés, c'est peut-être un meilleur mot, motivés par votre démarche, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire pour vous appuyer ou pour se joindre à votre mouvement? Ben écoutez, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire. Je vous dis, écoutez, je veux pas passer de messages, mais moi je dirais... Est-ce que on va sur le site du parti? Oui, on va sur le site du parti, on peut prendre sa carte de membre, mais moi je dirais le processus, puis je pense que c'est le processus de toute personne qui veut prendre un engagement public, c'est de s'informer et ensuite s'engager. Et ça, je pense que c'est fondamental. J'aime beaucoup la séquence. Informez-vous et engagez-vous. Et ça, là, que ce soit la CAQ, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral ou n'importe quelle autre formation, parce que l'engagement public, il faut, je pense, redonner ces lettres de noblesse à l'engagement public. Mais moi, je dis toujours, les gens vous disent, ah ben vous êtes partisans. Mais la partisanerie, à mon sens, ça doit résulter d'une réflexion éclairée.
Moi, je suis pas né caquiste, je suis pas né adéquiste. Je le suis devenu parce que j'ai regardé dans l'espace public ce qui se passait, je me suis informé, j'ai trouvé un véhicule qui correspondait à mes valeurs, qui partageait, où je partageais avec les autres membres une vision de la société. Mm-hmm. Et ça m'a amené à l'engagement. Donc, la première étape, informez-vous, engagez-vous. Et effectivement, si la CAQ répond à vos aspirations, on sera heureux de vous accueillir au sein de notre famille politique. Très bien dit. Alors, merci, M. Éric Kerr, pour votre passage aux engagés publics. Hey, ça m'a fait plaisir. À la prochaine.